Vous avez parlé des trois ordres incompatibles de Pascal. Est-ce que Pascal, il aurait vécu dans notre époque? Est-ce qu'il n'aurait pas rajouté une quatrième qui est l'émotivité? L'émotivité, est-ce que c'est un ordre, l'émotivité? Est-ce que c'est une valeur? Est-ce que c'est une valeur? Ouais. Alors, l'émotivité, à l'époque de Pascal, ça s'appelle la passion. C'est-à-dire quelque chose qui vient du corps et qui vous entraîne vers des décisions irrationnelles. Parce que non penser. Si ça vient de l'émotif, c'est pas penser. Et donc, c'est potentiellement mauvais. Enfin, la passion, c'est à l'époque, hein, la passion classique. Aujourd'hui, la passion, c'est une passion pour le ski, passion pour les timbres, passion pour... Bon, c'est différent. Là, la passion, c'est quelque chose de mauvais. En fait, passion, ça vient de pâtir, ça vient de subir. Et donc, quand j'ai une passion, je subis le corps. C'est une passion amoureuse, hein, typiquement. Donc, je vais faire n'importe quoi, je vais être très très lourd. Hein, bon, et donc, ça va être contre-productif. Donc, Pascal n'en fait pas un ordre, parce qu'au fond, l'émotivité, c'est plutôt la passion, c'est plutôt le pâtir, c'est plutôt quelque chose qui nous éloigne de l'être humain. Maintenant, bien sûr que l'émotivité, c'est aussi quelque chose qu'on peut renverser, c'est-à-dire que c'est aussi ce qui nous lie aux autres. L'émotivité, c'est ce qui nous lie aux autres. Est-ce qu'on doit traiter l'autre? Et c'est ce qu'on reproche souvent à Kant. C'est-à-dire qu'on dit, c'est ce que Freud reproche à Kant. Freud dit, Kant nous donne un amour le même pour tous. C'est un peu l'amour christique, en fait, c'est un peu l'amour du Christ. Le problème, dit Freud, avec beaucoup de profondeur, il me semble, c'est l'amour. On ne veut pas avoir l'amour qu'on donne à n'importe qui. C'est-à-dire, quand on a un ami, on ne veut pas qu'il nous aime comme n'importe qui. Non, on n'est pas amis avec le Christ. On veut qu'il nous préfère. Et ça, je trouve ça très, très fort. Mais dans cette préférence, il y a aussi une perte de l'universalité kantienne. C'est-à-dire que si vous préférez quelqu'un, bah, c'est au détriment de quelqu'un d'autre. Et donc, je pense que dans l'émotivité, il y a aussi ça. C'est-à-dire que l'émotivité, c'est pas bien parce que ça nous fait perdre de vue le long terme, ça nous fait perdre de vue l'universel, ça nous fait perdre de vue le point de vue de l'autre, parce qu'on est concentré sur ce que nous, on éprouve en tant que personne, en tant qu'histoire, en tant que lien social. Mais en même temps, c'est notre connexion fondamentale à l'autre. Donc, il y a peut-être cette ambivalence dans l'émotivité. On a développé des concepts moraux qui s'adaptent finalement à cette nécessité de conserver notre espèce, mais également notre génome qu'on veut transmettre d'une certaine façon. Je vous remercie. Très rapidement, deux réponses. La première, c'est on a étudié ce qu'on appelait l'effet réversif de la sélection naturelle. C'est que Darwin dit c'est les espèces et les individus les plus adaptés qui survivent. Et il y a eu un darwinisme social, on sait ce que ça a donné, des choses horribles, mais au fond, on peut dire que la morale est un avantage de survie. Par exemple, on sait que les sociétés qui accordent une valeur absolue aux plus faibles, ou qui essaient de protéger les plus faibles, darwinisme social, il dit mais non, les plus faibles, il faut les éliminer. Hein, donc, en fin du 19e, il y a tout un discours, hein, il faut éliminer les pauvres, il faut éliminer les... Voilà, on sait ce que ça a donné, encore une fois. Et donc, on peut dire que la morale qui avantage les plus faibles est une société plus solide, plus fiable, de confiance, plus forte qu'une société qui va éliminer les plus faibles, qui donc est moins solidaire et au fond moins forte. Donc c'est l'effet réversif d'une forme de morale. La morale sera un avantage comparatif. Vous pouvez faire quelque chose qui est bien pour vous, qui est bien même pour tout le monde, qui est bien pour l'espèce, ça n'en fait pas une chose morale. C'est-à-dire, vous pouvez me faire une chose qui est bonne, mais elle n'est pas morale, parce que vous ne la faites pas par principe. Il prend cet exemple du boulanger qui rend la monnaie exacte. Rendre la monnaie exacte, c'est bien. Oui, mais est-ce qu'il le fait parce que c'est bien? Non. Regardez le boulanger, c'est un filou. Il rend la monnaie exacte parce qu'il sait que s'il ne rend pas la monnaie exacte, il va avoir mauvaise réputation et il va finir par faire faillite. Donc, de même que nous faisons des actes moraux pour renforcer notre groupe, lui, il rend la monnaie exacte pour faire fortune. Et donc, Kant dit, au fond, si notre morale, elle n'est là que pour faire survivre l'espèce, eh ben, ce n'est pas une morale. Alors, c'est peut-être un truc qui marche, hein, mais vous ne pouvez pas l'appeler la morale.